Lors d'une réunion de famille, mon père m'a présenté comme l'erreur que nous avons gardée. J'ai quitté les lieux sans un mot, bloqué toute ma famille et déménagé à travers le pays. 2 ans après, ils ont engagé un détective pour me retrouver. J'avais 26 ans quand c'est arrivé. Le genre de moment qui ne fait pas seulement mal pendant quelques jours, mais qui s'ancre si profondément dans votre mémoire que, des années plus tard, votre estomac se noue encore rien qu'y penser. Je m'appelle Clément et, si je devais expliquer ma dynamique familiale en une seule phrase, je dirais probablement, imaginez une sitcom où tout le monde rit, sauf que les punchlines visent de vraies personnes, et que la cible, c'est toujours moi. En grandissant, j'étais le plus jeune de 3 enfants. Mon frère Julien a 5 ans de plus que moi et c'est le garçon en or de la famille. Major de promotion dans tout ce qu'il entreprenait, il a intégré l'entreprise de papa directement après ses études. Il s'est marié avec son amour de lycée et a eu 2 enfants à 28 ans. Ma sœur Léa était l'esprit libre devenue influenceuse Instagram avant même que ce ne soit un vrai métier. Et moi, j'étais l'accident, le bébé surprise, celui que mes parents n'avaient pas prévu et pour lequel ils ne s'étaient jamais vraiment préparés. En grandissant, j'entendais des murmures. Ils n'essayaient pas d'avoir un 3e enfant. Vous savez, ils ont failli ne pas le garder. On ne me l'a jamais dit directement, jusqu'à ce jour-là. Malgré tout, j'ai essayé. J'ai essayé d'être le pacificateur discret, celui qui évitait les ennuis, qui avait des notes correctes, qui faisait des études sans jamais faire de vagues. Je pensais que si je restais sagement à ma place assez longtemps, je finirais par gagner un peu de respect, peut-être même un soupçon de fierté. Mais dans notre maison, l'amour était une monnaie d'échange, et mon compte était toujours débiteur. Les préparatifs de la réunion de famille ont commencé environ 6 mois plus tôt. Ma mère a envoyé un email groupé avec pour objet « Grande réunion des familles » en lettres majuscules, parce que c'était important. C'était son style, des points d'exclamation et de la culpabilisation. Le message expliquait à quel point cela faisait des années que tout le monde ne s'était pas retrouvé au même endroit. Ils avaient loué un grand chalet à la montagne, dans les Alpes. Même tante Marie prenait l'avion depuis Nice avec son chien de 3 kilos qui aboyait comme un réveil en fin de vie. À l'époque, je vivais dans un 2 pièces à Lyon, travaillant comme analyste de données dans un cabinet de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable et calme. Je n'ai pas répondu tout de suite à l'email. Je n'étais pas sûr de vouloir y aller. La dernière réunion de famille à laquelle j'avais assisté s'était terminée par mon oncle disant « Clément, tu n'as toujours pas de petit ami ? Tu es peut-être l'un de ces garçons, tu vois. » Puis il s'était tu en hochant la tête d'un air vaguement offensant. Tout le monde avait ri. Pas moi, mais j'y suis allé quand même. La culpabilité est une chose puissante, surtout quand on est celui dont tout le monde pense qu'il a quelque chose à prouver. Le chalet était immense. 3 étages, tout en bois, de fausses peaux de bêtes au sol, tout le fantasme rustique. Je me suis garé avec ma Renault Clio d'occasion entre l'Audi Q7 toute neuve de Julien et la Tesla en leasing de Léa. Il y avait déjà une 20aine de personnes à l'intérieur, et d'autres arrivaient d'heure en heure. Des embrassades, des voix fortes, des cris occasionnels du genre « Oh mon Dieu, tu as tellement grandi !» Comme si j'avais pris 10 cm au cours de la dernière décennie. J'étais fatigué. J'avais travaillé tard la veille, puis j'avais pris un vol à 4 heures du matin avec une escale à Paris. Je n'avais pas envie de faire la conversation, mais j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai joué mon rôle. J'ai aidé à porter les glacières et à installer les chaises. J'ai préparé les grillades lorsque le roi autoproclamé du barbecue a abandonné son poste pour aller regarder un match de football. J'ai même emmené mes petits cousins faire une promenade lorsqu'ils ont commencé à s'ennuyer et à jeter des cailloux sur les mangeoires des écureuils. J'ai fait ce que j'ai toujours fait, me rendre utile. La réunion a atteint son paroxysme le samedi soir. C'est là qu'a eu lieu le dîner officiel. Plus de 50 personnes étaient rassemblées dans le grand jardin, autour de longues tables en plastique recouvertes de nappes dépareillées, avec des assiettes jetables empilées, des enfants qui couraient partout avec des briques de jus de fruits. Et des adultes qui commençaient doucement à s'enivrer au vin de table et à la bière blonde. Ma mère était dans son élément. Elle portait un tablier à fleurs dont elle n'avait pas besoin et jouait les hôtesses comme si nous étions filmés pour un téléfilm de seconde zone. Elle n'arrêtait pas d'annoncer des phrases comme « C'est ça, la famille, n'est-ce pas merveilleux ?» toutes les 15 minutes, comme si elle essayait de s'en convaincre elle-même. C'est alors que mon père a décidé qu'il était temps de faire des discours. Il avait bu quelques verres. Ses joues étaient rouges et il tanguait un peu.
Il est monté sur un banc en bois et a tapoté son verre avec une fourchette. Très bien, a-t-il dit, sa voix résonnant au-dessus des rires. Puis-je avoir l'attention de tout le monde une minute? Les gens se sont tus. Les téléphones sont sortis, les appareils photo braqués sur lui. Mon frère avait l'air suffisant. Ma sœur a rejeté ses cheveux en arrière et a pris la pause. Je me tenais à l'écart, buvant mon soda, pensant que ce serait peut-être l'un de ces discours de père inoffensifs sur les souvenirs et le temps qui passe. Vous savez, le genre de discours qui se termine par des embrassades collectives où l'on fait semblant de ne pas se juger les uns les autres. Mais non, au lieu de cela, mon père a regardé autour de lui, puis a passé son bras derrière mon dos et m'a tiré vers l'avant comme s'il s'apprêtait à me remettre un prix. Et ce gars-là, a-t-il dit avec un rire sonore, ce gars-là, juste ici. J'ai souri maladroitement. Il a continué. Celui-ci, c'est notre miracle familial, a-t-il dit. Enfin, plutôt un accident qui s'est bien terminé. Des rires ont parcouru la foule. Certains étaient polis, d'autres non. Il a souri de plus belle. Et oui, l'erreur qu'on a gardée. Mais bon, il n'a pas fini en prison ou quoi que ce soit, alors c'est une victoire, non? Plus de rire. Cette fois, plus fort. Mon oncle a failli recracher sa boisson. Ma tante a applaudi. Même mon frère a ricané dans son verre. Seules quelques personnes semblaient mal à l'aise. Ma cousine m'a simplement regardé et a articulé en silence, « Je suis tellement désolé. » Mais elle ne l'a pas dit à voix haute. Je n'ai pas ri. Je n'ai rien dit. J'ai juste reculé lentement et je suis retourné dans la maison. Personne ne m'a suivi. Je ne pense même pas qu'ils aient remarqué mon départ. À l'étage, je me suis assis sur le bord du lit de la chambre d'amis et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Je pouvais encore les entendre rire à travers les fenêtres. Je n'étais pas en colère. Pas encore. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. C'était comme avoir à nouveau 12 ans, surprendre mes parents se disputer au sujet de l'argent et entendre mon père dire « Eh bien, si nous n'avions pas à payer pour les affaires de Clément ». C'était réaliser une fois de plus que j'étais la note de bas de page dans une famille qui avait toujours besoin d'un titre de gloire. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai emporté que l'essentiel. Je suis monté dans ma voiture, j'ai éteint mon téléphone et j'ai roulé. Je n'ai même pas prévenu mon employeur que je ne serais pas là lundi. Je suis juste parti. J'ai traversé plusieurs départements avant même de regarder une carte. J'ai fini par atterrir à Bordeaux, de tous les endroits possibles. Je n'y étais jamais allé. J'ai juste choisi un endroit où personne ne penserait à me chercher. J'ai pris un nouveau téléphone, un nouveau travail, un nouvel appartement, sans aucun réseau social. Je n'ai dit à personne où j'étais parti. Je n'ai pas répondu aux emails. Je n'ai pas répondu aux SMS qui sont arrivés plus tard, la plupart demandant simplement « Où es-tu passé ?» Comme s'ils ne savaient pas exactement pourquoi. Et pendant un temps, ça a marché. J'ai reconstruit ma vie là-bas. Une vie simple, calme, paisible. Je me suis inscrit dans une salle d'escalade. Je me suis mis à la photographie. Je me suis fait des amis qui ne savaient rien de ma famille ni de mon passé. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un. Une vraie relation, pas seulement un café maladroit de temps en temps. J'avais l'impression de respirer à nouveau après des années d'apnée. Jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, en sortant de mon immeuble, je vois un homme assis sur le capot d'une voiture de location de l'autre côté de la rue. Un homme d'âge mûr, en tenue décontractée et professionnelle, tenant un dossier. Je ne le connaissais pas, mais j'ai tout de suite compris. Un détective privé. Et d'un coup, le passé a ressurgi dans ma vie. Il ne s'est pas approché de moi au début. L'homme assis de l'autre côté de la rue est resté là, les jambes croisées, un dossier en cuir posé sur ses genoux. Sa voiture était banale, une berline grise de milieu de gamme, immatriculée en Gironde, probablement louée à la gare ou à l'aéroport. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de quelqu'un qui attendait un chauffeur ou qui tuait le temps avant un rendez-vous. Mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a fait un signe de tête qui n'était pas inamical, mais pas décontracté non plus. Un signe de tête professionnel, le genre qui disait « Je sais qui vous êtes ». J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. J'ai verrouillé la porte. Puis je suis allé à la fenêtre, j'ai légèrement écarté les stores pour regarder, et je l'ai vu, toujours assis là, m'observant.
En un instant, mes 2 années de paix se sont évaporées. Je n'ai pas ouvert la porte quand il a frappé ce jour-là. Je n'ai pas réagi lorsqu'il a glissé une enveloppe Kraft sous ma porte avec un mot disant « Clément, votre famille veut juste vous parler. S'il vous plaît, lisez ceci. » Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée à la poubelle, j'ai sorti le sac de chez moi et j'ai marché 3 pâtés de maison pour la jeter dans un autre conteneur. Le lendemain matin, il était parti. Mais la lettre, quelle qu'elle soit, avait fait son effet. La brèche était ouverte et les souvenirs s'y engouffraient comme la pluie à travers un toit endommagé. J'ai recommencé à consulter ma boîte email, celle que j'avais cessé d'utiliser après ma disparition. Des centaines de messages, pour la plupart non lus. Je ne les ai pas ouverts. Il suffisait de lire les objets, « Est-ce que tu vas bien? Reviens s'il te plaît, le mariage de ta cousine est en juin, nous sommes inquiets. » Mais un objet m'a fait arrêter de faire défiler l'écran, « Papa a fait un AVC. » J'ai hésité longtemps au-dessus de ce message. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement, fixant simplement la ligne d'aperçu qui disait « Il va mieux maintenant. » Mais c'était grave et il ne cesse de demander après toi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit oscillait entre 2 certitudes. J'avais réussi à m'échapper. J'avais tout reconstruit. Mais et si? Et si j'étais allé trop loin? Si partir sans un mot n'était pas de la force, mais de la lâcheté? Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné à nouveau 30 secondes plus tard. Même numéro. J'ai laissé filer vers la messagerie. Puis un SMS est arrivé, « Clément, c'est Léa. S'il te plaît, parle-moi. Je ne suis pas comme eux. » Je suis resté là pendant 5 minutes complètes à fixer l'écran. Puis j'ai éteint mon téléphone, je l'ai jeté dans le tiroir et je suis parti travailler comme si tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Une semaine a passé, puis 2. Je continuais à recevoir des appels de numéros inconnus. Je les bloquais les uns après les autres. Puis des emails ont commencé à arriver sur mon nouveau compte professionnel, l'adresse de mon portfolio de photographie. D'une manière ou d'une autre, ils trouvaient des failles. Le détective privé avait dû trouver bien plus que mon simple domicile. J'avais l'impression d'être surveillé dans chaque pièce où j'entrais, même si j'étais seul. J'ai arrêté d'aller à la salle d'escalade, j'ai arrêté de sortir tout court. C'était comme si les murs de ma nouvelle vie s'amincissaient de jour en jour. Et puis, environ un mois plus tard, Léa est apparue. Elle se tenait devant mon immeuble quand je suis parti travailler, portant de grandes lunettes de soleil et un café à emporter à la main. Je me suis figé. Elle a souri. « Salut, toi » dit-elle doucement. Je n'ai pas souri en retour. « Comment diable m'as-tu trouvé ?» Elle a brandi son téléphone. « Ce n'est pas moi. C'est Julien qui a engagé quelqu'un de tenace. Je n'ai pas demandé à être trouvé. » Elle a hoché la tête. « Je sais, mais est-ce qu'on peut parler ? » Je ne le voulais pas, mais j'étais trop stupéfait pour dire non. Nous avons fini par nous asseoir dans un petit café à 2 rues de là, face à face dans un box près de la fenêtre. Elle avait l'air différente, fatiguée peut-être, ou plus âgée, mais pas faussement heureuse comme elle l'était d'ordinaire lors des réunions de famille. « Je voulais juste te voir » a-t-elle dit. « Tu es parti sans même dire au revoir. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Ce n'est pas juste. » Ce qui n'était pas juste, c'était de me traiter d'erreur devant 50 personnes, ai-je rétorqué. Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas ri. Ça ne change rien. Un long silence s'est installé. Elle a bu une gorgée de son café. Je n'ai pas touché au mien. Papa est malade, a-t-elle fini par dire. Il ne va pas très bien. L'AVC a été plus violent qu'on ne le pensait. Il n'est plus tout à fait lui-même. Je n'ai rien dit. Il parle de toi, a-t-elle continué. Il demande tout le temps où tu es parti. Il dit qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. J'ai ri amèrement. Il le pensait. Il ne voulait juste pas le dire à voix haute. Peut-être, mais Clément, nous sommes une famille. J'ai repoussé la table. Non, nous sommes des parents biologiques. Ce n'est pas la même chose. Elle ne m'a pas suivi quand je suis parti. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents.
Elle stipulait que j'étais mentionné dans un document intitulé « Accord de restructuration sous condition d'un trust familial ». Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais cela mentionnait la santé de mon père, ses parts dans l'entreprise, et demandait une discussion en face à face concernant la réorganisation de l'héritage à la lumière des événements récents. J'ai ignoré le courrier. 2 semaines plus tard, Julien s'est présenté chez moi. Cette fois, je ne l'ai même pas laissé parler. Je l'ai vu monter les escaliers de mon immeuble, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai crié « Pars tout de suite ». Il a levé les yeux, toujours aussi suffisant. « Allez, vieux. Ne fais pas l'enfant. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Je n'ai pas traversé le pays pour jouer à des jeux. Tu n'as jamais fait un pas pour moi auparavant. Pourquoi commencer maintenant ?» Il a haussé les épaules. « Papa veut arranger les choses. Dis-lui qu'il aurait dû y penser avant de m'humilier. » Julien a ri. Il a ri de bon cœur. « Tu es encore sérieux avec ça ? Tu as toujours été trop sensible. » Ces mots ont résonné comme une gifle. Tu as toujours été trop sensible. C'était la phrase que j'avais entendue toute ma vie chaque fois que j'essayais de me défendre, chaque fois que je protestais. Ce n'était jamais parce qu'ils étaient cruels, c'était parce que j'étais trop faible pour comprendre une plaisanterie. J'ai claqué la fenêtre et je me suis éloigné. Cette nuit-là, ma voiture a été fracturée. Ils n'ont rien volé. Rien ne manquait, mais tout avait été fouillé, la boîte à gants était ouverte, le coffre vidé, le siège reculé au maximum comme si quelqu'un cherchait un objet précis. J'ai déposé une plainte, j'ai changé les verrous de mon appartement et j'ai installé une caméra de sécurité. Je ne pouvais pas prouver que c'était eux, mais je n'en avais pas besoin. La lettre suivante qui est arrivée était de mon père. Écrite à la main, d'une écriture tremblante. Il s'excusait, à sa manière. Il disait que je lui manquais, qu'il ne voulait pas mourir en froid avec moi. Qu'il voulait que je revienne à la maison juste pour une visite, juste pour parler. Il y avait un chèque joint, 10 000 euros. Je ne l'ai pas encaissé. Je ne l'ai même pas touché. Je l'ai regardé pendant un moment, puis je l'ai déchiré en deux. 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était pas de mon père. Elle était de Julien. Et cette fois, il n'y avait aucun sentimentalisme. C'était purement professionnel. Si tu ne rentres pas bientôt, écrivait-il, l'entreprise et la succession me reviendront entièrement. Tu seras écarté des nouveaux actes juridiques. Nous avons essayé de te donner une chance. N'en attends pas d'autres. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Ce n'était plus une question de famille. C'était une question de pouvoir, de contrôle, de possession. Et ils agitaient cela au-dessus de ma tête comme un os devant un chien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est que je ne voulais pas de leur argent. Je n'en avais jamais voulu. Ce que je voulais, c'était le respect, l'autonomie, la paix. Mais maintenant, ils menaçaient cela aussi. Et cela changeait tout, car s'ils voulaient jouer à ce jeu, j'allais jouer discrètement, stratégiquement, et je m'assurerais que mon prochain coup soit un coup qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai atteint mon point le plus bas peu après l'arrivée de la lettre de Julien. Ce n'était pas seulement la menace d'être écarté de la fortune familiale ou la manière sournoise dont ils essayaient de me ramener à eux. C'était la réalisation que même après 2 ans de silence, 2 ans à construire quelque chose par moi-même, je gravitais toujours autour de leur dysfonctionnement comme un satellite oublié, ramené dans leur orbite dès qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et ils avaient toujours besoin de quelque chose. Pendant un certain temps, je n'ai plus quitté mon appartement sauf nécessité absolue. Je rentrais du travail, je faisais chauffer un plat surgelé et je fixais le mur de mon salon comme s'il me devait des réponses. J'ignorais les SMS, les lettres, et même les coups à la porte un soir où j'aurais juré qu'il s'agissait encore de Léa, bien que je n'ai pas vérifié. Je suis resté immobile dans le couloir en retenant mon souffle, attendant que cela s'arrête. Il y a une sorte d'engourdissement qui s'installe lorsque vous réalisez que votre absence n'est devenue importante pour les gens que lorsqu'elle menaçait leur confort, lorsque vous comprenez que votre paix n'est pas quelque chose qui leur importe. Mais simplement ce qui vous rend plus difficile à contrôler. J'ai commencé à tout remettre en question. Pourquoi étais-je parti ? Pourquoi n'avais-je pas coupé les ponts publiquement ? Pourquoi n'avais-je pas hurlé sur mon père ce soir-là au lieu de m'esquiver comme une ombre ? Une partie de moi se sentait lâche. Une autre savait que le silence avait toujours été mon arme la plus acérée.
Mais à ce moment-là, assis sur le bord de mon lit, entouré de lettres non ouvertes et des fantômes de mon enfance, je ne me sentais pas puissant. Je me sentais épuisé. Et puis, un soir, quelque chose a changé. Il pleuvait à verse. Une de ces pluies froides de Bordeaux qui vous glacent les os à travers votre veste. Je rentrais de l'épicerie, la capuche trempée, les poignées du sac en papier me coupant les doigts, quand j'ai aperçu une petite librairie au coin de la rue. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Il y avait une enseigne lumineuse clignotante dans la vitrine qui disait simplement « Ouvert ». Je m'y suis réfugié principalement pour me mettre au sec. Je ne prévoyais pas de rester longtemps, mais l'endroit était chaleureux, calme, et sentait le bois de cèdre et les pages anciennes, le genre d'endroit qui n'existe plus dans les grandes chaînes. Derrière le comptoir se tenait un homme plus âgé avec une queue de cheval argentée et des lunettes demi-lune. Il n'a pas dit un mot, m'a juste salué d'un signe de tête et a continué sa lecture. J'ai commencé à regarder les rayons. Je ne cherchais rien de particulier, mais mes yeux se sont posés sur un mince livre de poche niché entre deux ouvrages plus grands et plus brillants, Le cadeau d'être ignoré. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté. Ce n'était pas une autobiographie, pas vraiment. C'était plutôt un recueil de courts essais écrits par des personnes qui avaient été sous-estimées par leur famille, la société ou leurs enseignants, et qui avaient continué à construire discrètement des vies pleines de sens. Pas un succès retentissant, pas la célébrité, juste du sens. J'ai acheté le livre, je l'ai lu en 2 jours, et quelque chose en moi a basculé. J'ai réalisé que j'avais traité ma vie à Bordeaux comme s'il s'agissait d'une pause, comme si j'allais être forcé un jour de reprendre le fil de l'ancienne. Mais et si ce n'était pas une pause? Et si cette ancienne vie n'était qu'un faux départ? Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas l'erreur qu'ils avaient gardée. Je n'avais simplement pas encore commencé. J'ai donc commencé lentement, calmement, délibérément. J'ai quitté mon emploi d'analyste. C'était un poste sûr, certes, mais il me vidait de mon énergie. J'avais accumulé des économies en vivant modestement, je travaillais en indépendant à côté, acceptant des contrats de photographie quand je le pouvais. Je n'avais jamais eu besoin de grand-chose. J'ai commencé à travailler à plein temps comme photographe indépendant, mariage, événements locaux, portraits, photos immobilières. Je n'avais pas le meilleur matériel, mais j'avais un œil pour cela et j'y mettais du cœur. Et le bouche à oreille fonctionne vite quand on est ponctuel et qu'on traite les gens avec respect. J'ai rejoint un espace de coworking local. C'était un endroit modeste, avec quelques bureaux, des canapés usés et une machine à expresso capricieuse, mais c'était rempli de gens qui construisaient des choses, des startups, de l'art, des associations, des projets qui comptaient. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de faire partie d'une communauté où personne ne se souciait de savoir qui étaient mes parents ou ce que signifiait mon nom de famille. C'est là que j'ai rencontré Manon. Elle était designer d'expérience utilisateur, portait toujours des chaussettes dépareillées et buvait des jus de légumes étranges. Nous étions voisins de bureau. Elle me faisait rire, je lui préparais des playlists musicales. Un soir, alors que nous travaillions tard sur nos projets respectifs, elle a levé les yeux de son ordinateur et a dit « Tu penses parfois qu'on est ici pour une raison précise ?» J'ai scié. « À Bordeaux ?»« Non, je veux dire ici, en vie, à faire ce que tu fais. » « Parfois, ai-je répondu. Surtout, je me sens chanceux d'être parti du mauvais endroit. » Elle a souri. Ça compte. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après, et c'était différent de tout ce que j'avais connu. Elle n'essayait pas de me réparer, elle ne cherchait pas à fouiller dans mon passé. Elle me voyait, tout simplement. Et pour quelqu'un comme moi, qui avait grandi en ayant l'impression d'être un simple élément du décor dans sa propre vie, c'était plus important que je ne pouvais l'expliquer. À cette époque, je me suis lancé sérieusement dans mon propre projet. Cela a commencé par un blog, un espace pour poser mes pensées. Je l'ai appelé Second Jet. Des histoires, des réflexions, des photos de mes séances, des morceaux de moi-même que j'avais toujours cachés parce que je ne pensais pas qu'ils importaient. Mais ils importaient. Les gens ont commencé à lire, à s'abonner, à partager. Un article en particulier est devenu viral. Il s'intitulait « Quand on réalise qu'on a été le bouc émissaire de la famille ». Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai même pas écrit que c'était mon histoire, mais elle a résonné chez beaucoup de personnes. Des centaines de commentaires, des emails d'inconnus disant « Je pensais être le seul ».
C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon histoire n'était pas unique, elle était juste tue. Et la formuler à voix haute, c'était cela, le pouvoir. J'ai acheté du meilleur matériel, j'ai suivi des cours de gestion en ligne, j'ai amélioré mon site web, j'ai commencé à travailler avec des clients qui partageaient mes valeurs, des associations caritatives, des groupes militants, de petites entreprises locales. Je n'étais pas riche, mais je ne luttais pas pour survivre non plus. J'avais un but. J'avais des racines. Et pour la première fois, je n'avais plus rien à prouver à personne. C'est pourquoi, lorsque la dernière lettre est arrivée, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas figé. Je ne me suis même pas mis en colère. Je l'ai simplement lue. Celle-ci venait de ma mère. Courte, manuscrite, d'une écriture tremblante mais lisible, ton père est mourant. S'il te plaît, rentre à la maison. C'était tout. Pas de culpabilité, pas de leçon de morale, pas de chèque, juste ces quelques mots. Je suis resté assis avec la lettre pendant un long moment. Je l'ai lue à nouveau, puis encore une fois, et j'ai réalisé une chose, ils ne me recontactaient pas pour réparer ce qu'ils avaient brisé. Ils me recontactaient parce qu'ils avaient peur d'être oubliés. Et je les avais déjà oubliés. Mais cette fois, je ne ferai pas que disparaître. Cette fois, je ne fuirai pas. Cette fois, je me présenterai. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que j'avais acquis quelque chose qu'ils n'attendaient pas, une force d'action. Je n'ai pas décidé de repartir immédiatement. La lettre est restée sur mon bureau pendant une semaine entière après cette première lecture. Chaque fois que je passais devant, je surprenais mon regard se poser sur le pli du papier, l'écriture penchée, l'absence de signature affective. Pas de « avec amour, maman ». Juste « s'il te plaît, rentre à la maison ». La maison. Ce mot n'avait jamais semblé aussi inapproprié. Pourtant, je savais que j'irais. Non pas parce que je voulais faire la paix. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que j'avais besoin de voir. J'avais besoin de mesurer ce qui avait réellement changé, s'ils s'accrochaient toujours à l'idée que j'étais le problème, s'ils pensaient toujours pouvoir m'attirer à nouveau dans l'orbite de leur galaxie brisée. Et pour être honnête avec moi-même, une partie de moi voulait les regarder dans les yeux et leur faire voir ce qu'ils avaient rejeté. Mais je n'irais pas sans préparation. Si c'était la fin de la partie, j'allais la jouer comme une partie d'échecs, calme, délibérée, avec 3 coups d'avance. Ils ne savaient pas ce que j'avais construit durant ces 2 années. Ils ne savaient pas que je n'avais plus peur d'eux. Et surtout, ils ignoraient que j'avais un atout inattendu. Tout a commencé avec l'entreprise. La société de mon père, appelons-la Beaumont Industriel, était une entreprise de métallurgie de taille moyenne basée dans la région Grand Est, familiale. Mon grand-père l'avait fondée après la Seconde Guerre mondiale. Mon père l'avait développée, et Julien était censé en hériter. Je n'y avais jamais montré le moindre intérêt en grandissant, ce qui leur convenait parfaitement. J'étais l'artiste, le rêveur, celui qui prenait des photos au lieu d'étudier les rapports trimestriels. Mais j'avais observé, silencieusement. Au fil des ans, j'avais enregistré plus de choses qu'ils ne le pensaient. Et quand j'ai reçu cette dernière lettre, j'ai décidé de creuser. Ma première étape a été le registre du commerce. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver les statuts de l'entreprise, sa structure et la composition du conseil d'administration. Beaumont Industriel était toujours une société privée, mais ils avaient accueilli des investisseurs minoritaires au cours de la dernière décennie. Des actionnaires mentionnés dans un jargon juridique aride. Un nom a retenu mon attention, une société holding basée à Lyon. Je connaissais ce nom. J'avais réalisé des reportages photos pour une start-up qui avait été rachetée par eux. C'était ma porte d'entrée. J'ai passé un appel, contactant Sandrine, une ancienne responsable de projet dans cette start-up qui travaillait désormais dans la branche d'investissement de la holding. Nous ne nous étions pas parlé depuis 1 an, mais elle se souvenait de moi. Clément. Oh mon Dieu. J'utilise toujours ton portrait de l'événement que tu as couvert. Comment vas-tu? Nous avons discuté, pris des nouvelles. J'ai demandé si elle savait quelque chose sur Beaumont Industriel. Elle a marqué une pause. C'est l'entreprise de ta famille. C'est une longue histoire, ai-je répondu. Disons simplement que je pourrais être impliqué bientôt, et je veux savoir où je mets les pieds. Elle a ri. Intelligent. Honnêtement, nous sommes un peu inquiets. Ils ont raté 2 échéances de livraison ce trimestre.
La chaîne d'approvisionnement est fragile depuis que ton père est malade. Cela a attiré mon attention. Elle a poursuivi, nous ne possédons pas assez de parts pour provoquer de grands changements, mais si tu t'apprêtes à prendre un rôle de direction, disons que nous serions ravis d'avoir une voix alliée à l'intérieur. Cela confirmait mes doutes. Ils étaient vulnérables. Mon père déclinait visiblement. Julien, malgré toute son arrogance, gérait probablement mal la transition. Et le conseil d'administration, sans doute choisi par mon père il y a des années, était probablement partagé entre loyauté et incertitude. C'était un château de cartes, et j'allais y insuffler un vent de changement. Mais d'abord, je devais me rapprocher, selon mes propres conditions. J'ai donc répondu par une lettre manuscrite, simple, je viendrai, je vous rendrai visite, mais j'exige une totale transparence. Je veux consulter le testament, le trust et les registres comptables de l'entreprise. Si vous voulez vraiment que je m'implique, alors traitez-moi comme quelqu'un qui compte. Autrement, je ne remettrai pas les pieds dans cette maison. J'ai posté la lettre et j'ai attendu. 3 jours plus tard, Julien a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé à nouveau, a laissé un message vocal, « Tu es ridicule. Viens à la maison, c'est tout. Papa est mourant. » J'ai effacé le message. Le lendemain, j'ai reçu un email de leur avocat. Le ton avait changé, « Cher Clément, j'ai reçu instruction de vous donner un accès complet aux documents de Beaumont Industriel selon votre demande. Veuillez les trouver en pièces jointes. » Tout y était, les rapports financiers, la répartition des actionnaires, les rôles de direction, et, enfoui au milieu de tout cela, une clause de la structure familiale qui n'avait pas été mise à jour depuis mon adolescence. J'étais toujours techniquement désigné comme bénéficiaire subsidiaire, pas principal, mais pas inexistant, ce qui me donnait une assise juridique. J'ai transféré les documents à une avocate que j'avais rencontrée par le biais d'un de mes clients en photographie, une spécialiste du droit des affaires qui aidait les créateurs indépendants pour leurs contrats. Je lui ai demandé une analyse approfondie. Elle m'a recontacté le lendemain, « Vous avez plus de poids que vous ne le pensez », m'a-t-elle dit. Ils ne peuvent pas vous écarter à moins de prouver que vous êtes injoignable ou que vous avez formellement renoncé, et ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Si vous voulez contester une quelconque restructuration, vous avez des arguments solides. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Puis j'ai commencé à assembler mes outils. J'en ai parlé à Manon, je lui ai tout dit. Elle n'a pas sourcillé, elle a juste demandé, « Alors, c'est quoi le plan ? » Je dois y aller, ai-je répondu. Mais je dois donner l'impression de me soumettre. Elle a haussé un sourcil. Clément, la soumission, ce n'est pas ton genre. Exactement. C'est pour ça que ça va marcher. Les semaines suivantes ont été intenses. J'ai mis à jour mon portfolio, j'ai rédigé une étude de cas sur mes projets de clients les plus réussis, j'ai créé une page de présentation privée intitulée Proposition Média Beaumont. Un dossier complet montrant comment je pouvais aider à moderniser l'image de marque et la communication de l'entreprise en utilisant mes compétences. Ce n'était pas juste de belles images. C'était de la stratégie, des analyses de données, des projections de croissance, des campagnes d'impact social. Je savais que Julien allait s'en moquer. Je voulais qu'il le fasse, car pendant qu'il serait occupé à me rejeter, je sèmerais mes graines. J'ai pris l'avion à la mi-septembre, sans le dire à personne d'autre qu'à Manon et à mon avocate. À l'atterrissage, j'ai loué une voiture et je me suis rendu directement à l'hôpital. Mon père était éveillé, relié à des machines, plus amaigri que dans mes souvenirs. Sa peau avait une teinte grise, mais ses yeux se sont éclairés quand je suis entré. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « C'est bon », ai-je dit en m'asseyant près du lit. « Ne parle pas. » Il a pris ma main, la serrant faiblement. Nous n'avons pas dit grand faire, nous sommes juste restés assis là, et pendant un instant, je me suis laissé aller à ressentir la tristesse, la colère, le reste d'amour que je ne savais pas encore présent en moi. Mais je ne suis pas resté longtemps. Je lui ai laissé un mot avant de sortir, on se reparle bientôt, mais pas ici. Ensuite, je suis allé à la maison. Julien m'a ouvert la porte, avec un sourire en coin comme si j'étais un chien errant qui revenait enfin au bercail. « Tu en as mis du temps », a-t-il dit. Je n'ai pas scié. J'avais des choses à faire. Il s'est écarté. Maman est dans la véranda. Tu te souviens où c'est, j'imagine ? Oui, je m'en souvenais. Je me souvenais de tout.
J'ai marché dans cette maison comme dans un musée de mes humiliations passées, l'escalier où j'avais trébuché en portant des assiettes et où l'on s'était moqué de moi pendant des semaines. La table de la salle à manger où mon père s'était moqué de moi parce que j'avais choisi une option d'art plastique, le couloir où ma mère m'avait dit un jour, « J'aimerais tellement que tu sois plus comme ton frère. » Tout me revenait en mémoire. Mais je n'étais plus cet enfant, et ils ignoraient à qui ils avaient affaire. J'ai passé les 3 jours suivants à observer, à écouter, à regarder. Julien pensait visiblement être le patron. Il donnait des ordres au personnel, coupait la parole à l'avocat, traitait notre mère comme un problème de relations publiques fragile à gérer. Mais je voyais les failles, la façon dont le comptable se crispait lorsque Julien demandait à réallouer des fonds, la façon dont les emails du conseil d'administration étaient empreints d'une incertitude passive-agressive. Il ne lui faisait pas confiance. Il cherchait quelqu'un d'autre. Je leur ai proposé un candidat, moi-même, discrètement, subtilement. Au cours des dîners, je posais des questions, prenais des notes, signalais des lacunes dans la stratégie marketing, leur montrais comment leurs concurrents les dépassaient sur le plan numérique. Je ne critiquais pas, j'apportais des solutions. Utiles, humbles, inoffensifs. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. À la fin de la semaine, j'ai demandé une réunion, non pas avec ma famille, mais avec le conseil d'administration. J'ai présenté ma proposition, non pas comme une prise de contrôle hostile, mais comme une opportunité. Je leur ai montré comment je pouvais créer une nouvelle division, Beaumont Média, qui apporterait de nouveaux revenus, revitaliserait la marque et positionnerait l'entreprise pour l'avenir. Je leur ai montré mes chiffres, mes projections de croissance, mes études de cas. Je me suis montré sous mon vrai jour, et ils ont écouté, même ceux qui se souvenaient de moi comme de « l'erreur ». Parce qu'en affaires, les résultats parlent plus fort que les liens du sang. Après la réunion, l'un des membres du conseil m'a pris à part. « Clément, a-t-il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta famille, mais je vais te dire une chose, ce que tu viens de présenter, c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. » J'ai hoché la tête. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, être utile. Il a souri. Je pense que tu viens de tout changer. Et c'était le cas, mais ce n'était pas encore fini, car maintenant que j'avais un pied dans la place, il était temps d'ouvrir grand la porte. Je n'ai pas asséné le coup de grâce d'un coup. Cela aurait été trop facile et trop prévisible. Non, je l'ai fait lentement, soigneusement, comme quelqu'un qui démêle un nœud serré depuis des années. Le premier fil que j'ai tiré était le plus délicat, celui qui maintenait l'entreprise de mon père debout. Après la réunion du conseil d'administration, j'ai obtenu une approbation provisoire pour commencer les travaux préparatoires de Beaumont Média, une division de modernisation numérique sous l'égide de l'entreprise. Cela a commencé comme un projet pilote, quelque chose qu'ils pouvaient tester avec un risque minimal. Mais en réalité, c'était mon cheval de Troie, une fonction officielle, un titre, un siège à la table des discussions. C'était tout ce dont j'avais besoin. Julien n'a pas apprécié, pas du tout. Il a essayé de jouer les indifférents, content de t'avoir avec nous, frérot. Mais la façon dont il serrait les accoudoirs de sa chaise pendant les réunions disait tout le contraire. Il ne s'attendait pas à ce que je reste. Il pensait que je ferais une apparition, que je me réconcilierais avec mon père, que je toucherais éventuellement un chèque et que je repartirais à Bordeaux. Il ne réalisait pas que j'étais en train de bâtir quelque chose de solide. Je travaillais 12 heures par jour, j'ai embauché une équipe réduite de freelance de confiance, j'ai conçu une campagne de repositionnement de marque, géré les analyses de données, optimisé la logistique en coulisses. En parallèle, je rencontrais des prestataires, des clients historiques, et même des membres sceptiques du conseil d'administration qui pensaient que je n'étais qu'un créatif de plus. Je leur parlais avec leur vocabulaire, chiffres, retour sur investissement, fidélisation. Je leur montrais des résultats concrets. L'opinion du conseil a commencé à basculer. Et Julien, lui, a commencé à perdre pied. Plus je réussissais, plus ses propres lacunes devenaient flagrantes. Il se reposait sur ses lauriers depuis des années, persuadé qu'il était l'héritier légitime. Mais il ne comprenait pas le marché moderne. Il ne s'adaptait pas, n'innovait pas. Pire encore, il faisait du micromanagement, poussant des employés dévoués vers la sortie, licenciant quiconque le contredisait, s'entourant de personnes complaisantes pendant que l'entreprise déclinait lentement de l'intérieur. Je n'avais pas besoin de le saboter, il s'en chargeait très bien tout seul. Tout ce que j'avais à faire, c'était de documenter la situation. Chaque plainte, chaque objectif manqué,
chaque prestataire dont les paiements étaient retardés ou mal gérés sous sa direction. J'ai rassemblé ces éléments discrètement, professionnellement. Je ne prenais pas seulement des notes, je constituais un dossier. Et le moment venu, je le montrerai aux personnes concernées. Mais d'abord, je devais clarifier les choses avec la seule personne que je n'avais pas affrontée directement, mon père. Il était revenu à la maison à ce moment-là, en convalescence dans une aile privée de la demeure. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis mon retour, et durant les premières semaines, il passait la majeure partie de son temps à dormir. Mais un matin, je l'ai trouvé éveillé, fixant le jardin par la fenêtre comme s'il ne le reconnaissait pas. Je me suis assis près de lui. Il ne m'a pas regardé tout de suite. J'ai entendu dire que tu transformais l'entreprise en un cirque médiatique, dit-il d'un ton neutre. J'ai souri. J'essaie juste de la rendre rentable. Il a expiré par le nez, un mélange de rire et de soupir. Je n'aurais jamais cru que tu reviendrais. Je ne suis pas revenu, ai-je dit. Je vais de l'avant. Il a hoché la tête lentement. Ta mère dit que tu fais du bon travail. J'ai attendu, puis j'ai ajouté, elle m'a aussi dit ce que tu avais déclaré lors de la réunion de famille. Il a grimacé. C'était une plaisanterie, a-t-il dit. Une mauvaise plaisanterie. Non, ai-je répondu, c'était le fond de ta pensée. Tu ne voulais simplement pas le dire devant tout le monde. Il n'a pas répondu. Je me suis penché vers lui. Tu as voulu m'humilier, rappeler à chacun quelle était ma place. Il n'a pas nié. Je m'apprêtais à partir. Mais avant de sortir de la pièce, j'ai ajouté, tu n'as pas besoin de m'apprécier ni de m'aimer, mais si tu veux que cette entreprise survive, tu as besoin de moi. Il a fermé les yeux, et je suis parti. Ce soir-là, Julien m'a coincé dans le garage, le visage rouge et en sueur. Tu te crois malin? A-t-il sifflé. T'immiscer dans les réunions, flatter le conseil, jouer la carte de la victime. Ils sont juste polis avec toi. Tu restes le raté de l'histoire. Tu le seras toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Julien. J'étais le plan B, et maintenant je suis la stratégie de sortie. Il est parti furieux. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sandrine, mon contact à la holding actionnaire minoritaire. Elle est allée droit au but, nous votons lors de la prochaine réunion du conseil. Nous soutenons ta proposition. Quelle proposition, ai-je demandé, jouant l'innocent. Elle a ri. Ne joue pas au plus fin. Ton plan de restructuration de la direction, d'écartement des anciens dirigeants et de consolidation des opérations. J'ai expiré lentement. Il a été validé par le comité. Tes chiffres sont indiscutables et, pour être honnête, plus personne ne fait confiance à ton frère. C'était le moment. La réunion finale du conseil d'administration s'est tenue à huis clos, uniquement les dirigeants, sans assistant ni distraction. Je suis venu préparer, présentation visuelle, état financier, données de performance, lettre de soutien de prestataires de longue date qui approuvaient mon plan. Puis, calmement, méthodiquement, j'ai présenté le dossier. Je n'ai rien embelli, je n'ai pas jubilé. J'ai simplement exposé les faits, les contrats que Julien avait mal gérés, les employés qu'il avait licenciés sans motif légitime, les fournisseurs qu'il n'avait pas payés à temps, les clients perdus, le moral des équipes au plus bas. Et j'ai conclu ainsi, Beaumont Industriel a survécu à 3 générations, non pas grâce au lien du sang, mais grâce à sa direction. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner au privilège. Nous avons besoin de responsabilité, d'imputabilité et de vision. J'ai affiché la dernière diapositive. On pouvait y lire, proposition, nommer Clément Beaumont au poste de directeur exécutif par intérim de Beaumont Média et des opérations stratégiques. Effet immédiat. Un silence de plomb s'est installé. Puis, un membre du conseil a pris la parole, je soutiens la motion. Une autre voix, qui est pour? Les mains se sont levées. Unanimité. Julien avait l'air d'avoir reçu un coup de massue. Il s'est levé, prêt à hurler. Mais notre père, affaibli et calme, a pris la parole depuis le bout de la table, assieds-toi, Julien. Et il s'est assis. Il s'est exécuté. Plus tard, dans le couloir, Julien a tenté de me coincer à nouveau, mais cette fois il n'y avait plus de colère, seulement de l'incompréhension. Tu ne peux pas juste prendre tout ça. J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas pris.
Je l'ai mérité. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être était-ce le cas. Après tout, je n'étais plus l'erreur. J'étais le retour de bâton. Au cours des 6 mois suivants, j'ai redressé l'entreprise. Le chiffre d'affaires a augmenté, l'image de marque s'est améliorée, la culture d'entreprise a changé. J'ai promu des personnes qui avaient été ignorées pendant des années. J'ai créé de nouveaux programmes de stage, établi des partenariats avec des associations. Nous avons même lancé une bourse d'études au nom de mon grand-père. Mon père a officiellement pris sa retraite. Il ne disait pas grand-chose, mais un jour, il m'a remis une enveloppe contenant une photo, moi à 5 ans, couvert de peinture, souriant à pleines dents. Il m'a dit, je ne savais pas quoi faire de toi à l'époque. Je sais, ai-je répondu, mais j'ai fini par trouver tout seul. Il a hoché la tête, c'est vrai. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit que je restais dans la région pour le moment, non pas par obligation, mais parce que j'avais gagné ma place selon mes propres termes. Et Léa s'est excusée, sincèrement. Nous nous sommes retrouvés pour un café et nous avons eu la conversation la plus honnête de notre vie. Elle a admis qu'elle avait eu peur d'être mise à l'écart elle aussi, et que c'était peut-être pour cela qu'elle était restée silencieuse durant toutes ces années. Je lui ai pardonné, non pas parce qu'elle me le demandait, mais parce que j'étais prêt à le faire. Julien, quant à lui, a quitté l'entreprise discrètement, non sans amertume. Il assiste toujours aux événements familiaux, essaie toujours d'être le centre de l'attention, mais l'atmosphère ne tourne plus autour de lui. Plus personne ne rit de ses plaisanteries de la même manière. Et moi, je ne me réduis plus en sa présence. J'existe pleinement, authentiquement, sans m'excuser. Il m'aura fallu 28 ans, un changement de vie complet et des kilomètres de silence pour en arriver là. Mais au bout du compte, je n'étais pas l'erreur qu'ils avaient gardée. J'étais la leçon qu'ils n'avaient pas vue venir. Et désormais, ils ne l'oublieront jamais.